You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. De tous les vlogs faits par tous les youtubeurs ciné de France, il a fallu que vous veniez voir le mien. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de Casablanca, un gigantesque classique sorti en 1942, réalisé par Michael Curtiz, film qui n'est sorti en France apparemment qu'en 1947, parce que du coup, et alors c'est un peu pour ça que j'avais envie de parler de ce film à ce moment-là, c'est un film qui a été produit et sorti pendant la Seconde Guerre mondiale, sauf du coup dans les territoires occupés, qui avaient du mal à recevoir des films de l'étranger, des trucs dans ce genre-là. J'avais envie d'en parler, pourquoi? Parce que il y a tout un délire qui s'est fait récemment par rapport à un film qui s'appelle Songbird, qui est un film qui se base sur la crise qui est en cours, qui est un film qui se base sur la crise du Covid-19, qui est une dystopie, qui imagine un futur dans lequel le virus a muté, et du coup il est encore plus dangereux et encore plus létal. Et on a eu l'histoire d'un personnage qui est immunisé et qui doit essayer de sauver sa petite amie qui, elle, vient du coup de choper le truc et qui va se faire récupérer par le gouvernement parce qu'on est passé dans un truc totalement orwellien avec où le gouvernement enlève les gens qui sont contaminés, les met dans des camps, il y a une séparation entre les riches et les pauvres, etc. C'est tout un délire qui me semble plutôt intéressant. Ce qui me semble plutôt surtout intéressant avec le film Songbird, c'est le défi d'avoir essayé de faire un film pendant le confinement, parce qu'il a été tourné pendant le confinement, ou peu de temps après, ou entre les deux, et qui essaie de profiter de tout un tas d'images volées de ces villes désertées, ce qui est très rare aux États-Unis, avoir des plans où la ville entière a l'air à l'arrêt, où il y a personne dans les rues, etc. C'est plutôt compliqué à avoir dans un pays qui est aussi surpeuplé que les États-Unis, même si la population est très disséminée, elle est aussi très concentrée dans les lieux de vie, et donc c'est rare d'avoir des plans aussi larges, aussi où il se passe aussi rien quoi dans la ville. Donc du coup il y a tout un défi qui a été fait là-dessus, et il y a aussi un défi au niveau du tournage. Alors je suis obligé, je suis navré, je fais un petit détour sur Songbird avant de passer à Casablanca, et on va sans doute me dire que c'est pas pour ça que vous êtes venus, et surtout que les deux sont très éloignés. Les gens ont sorti que le film aurait pas respecté les règles sanitaires qui en principe avaient été faites pour le tournage. C'est pas du tout le cas. Les gens se basent pour ça sur une info qui est sortie à un moment où on a sorti que du coup le tournage avait été suspendu par les autorités qui du coup géraient les trucs par rapport au Covid. Mais c'est pas parce que le film n'a pas respecté les règles de distanciation. C'est parce que déjà il y avait une charte à signer pour pouvoir en principe être autorisé à tourner, et l'équipe de production n'avait pas signé la charte en fait à ce moment-là, et donc du coup rien que pour ça, déjà de base, ils ont été sanctionnés. Et en fait, l'organisme a pas été satisfait de la précision des informations qui ont été données par la production pour savoir ce qui faisait véritablement pour empêcher du coup les contaminations et pour que les choses soient sans risque. Le film a été tourné pour respecter les règles de confinement, enfin de séparation, de distanciation sociale, parce que les acteurs sont quasi jamais dans les mêmes environnements, dans les mêmes plans. Les champs contre champs ont dû être tournés à des jours d'intervalle avec les acteurs qui devaient même pas être là dans le contre-champ, enfin derrière la porte, entre le champ et le contre-champ, devant et derrière la porte. Et quand il y a des personnages quand il y a plusieurs personnages, généralement il y en a un qui est pas masqué, et tous les autres ont soit des grosses combis, soit des masques, soit des machins en genre là, parce que justement c'est le contexte du film, c'est qu'il y a un virus et que tout le monde doit se protéger quand on se réunit, quoi. Donc en principe le film a été fait pour respecter ces règles de tournage, mais ils ont fait chier par rapport à un truc administratif, pas par rapport à des règles qui n'ont pas été respectées. Mais il y a tout un délire qui est en train de se faire par rapport à ce film, parce que faudrait pas parler d'une crise pendant qu'elle est en cours. Et dire ça, c'est quand même ignorer absolument tout le cinéma qui s'est fait pendant les guerres mondiales. Les deux, hein, parce que même pendant la Première Guerre mondiale, on a continué à tourner des films ou à sortir des trucs, pas juste des images d'archives sur la guerre elle-même, mais il y avait aussi des films de fiction qui se faisaient, là où on le pouvait, parce que à cette époque-là, la pellicule coûtait déjà assez cher comme ça, mais alors en plus, en trouver pendant une période de pénurie, etc., c'était compliqué, puis il y a des choses plus importantes que le cinéma à faire vivre, mais il y a quand même des films qui se sont toujours produits à ce moment-là, et les films qui ont été produits pendant la guerre mondiale ne se voilaient absolument pas la face par rapport aux guerres mondiales. C'était toujours abordé dans le sujet, c'était au centre de l'histoire. On a fait des films d'action, avec des soldats qui étaient en train de se battre. On a fait des comédies, comme Le Dictateur de Chaplin, The Great Dictator, en version originale, qui était un film qui parlait des pogroms, qui parlait des ghettos juifs qui étaient en Allemagne. Et c'était un film où on avait Mussolini et Hitler qui étaient parodiés. Enfin, c'était un film qui était quand même choc par rapport à une situation qui était de crise, quoi, qui était extrêmement grave, notamment à l'époque. Une guerre mondiale, à mon sens, est plus grave qu'une pandémie. Le côté chiant de la pandémie, c'est que du coup, c'est pas un truc que tu mérites, entre guillemets,
mettez des masques, mais c'est pas un truc que tu mérites, entre guillemets, parce que bah, la maladie, elle te tombe dessus comme ça et t'as rien fait pour, quoi. Une guerre, tu l'as un peu cherché. N'empêche que pendant une guerre, la certitude que des gens vont mourir, elle est beaucoup plus forte, quoi. Et il y a eu des millions de personnes à mourir pendant les deux guerres mondiales. Donc, si on est capable de faire face à la guerre mondiale dans des œuvres de fiction, a priori, on doit pouvoir faire face au Covid, quoi, dans une œuvre de fiction. Quel que soit le style d'œuvre de fiction, justement, quoi, c'est pas forcément que des trucs positifs, c'est aussi des trucs où, bon, généralement les gentils gagnent à la fin, hein, bien sûr, mais enfin, vous pariez que les gentils vont gagner à la fin de Songbird aussi, enfin, c'est un film quand même, merde. Mais du coup, le fait que ça a été fait, et le fait que certains de ces films soient devenus des classiques, comme Casablanca, est la preuve, s'il en fallait une, qu'il ne faut absolument pas se retenir sur ce genre de choses. Il y a des tonnes de choses graves de notre société, des sujets de société graves, qu'on traite alors qu'ils existent toujours. Enfin, si on part du principe que si quelque chose est en train de se produire, il faut pas en parler, il faut pas parler du racisme, il faut pas parler de l'homophobie, il faut parler de tout un tas de trucs comme dans ce genre-là, quoi. Il faut pas parler des pauvres, parce qu'il y a quand même des gens qui sont vraiment pauvres et qui sont en train de crever, etc. Faut pas faire des films sur des SDF, enfin, faut rien faire, du coup, quoi. Faut rien aborder. Il y a un espèce de délire comme ça sur le côté moral de faire ce genre de film, qui me semble totalement farfelu et totalement absurde, mais enfin, les polémiques farfelues, c'est légion en ce moment, ça devient vraiment n'importe quoi. Donc c'était vraiment pour ça que j'avais envie de parler de Casablanca, c'était pour rappeler à tout le monde que on peut parler d'une crise pendant qu'elle a lieu, peu importe comment on le fait, parce que bah, c'est simplement aussi un des trucs du cinéma, c'est un exutoire, c'est aussi une façon de se confronter aux problèmes différemment, de les voir d'une autre façon, etc. Enfin voilà quoi, pour moi c'est intéressant et important du coup de faire des films dans ce genre-là. Vraiment, je comprends même pas qu'il puisse y avoir de débat sur cette idée. Si ça vous perturbe, si vous n'avez pas envie de voir le film, je le comprends totalement, mais pourquoi aller gueuler, faire un scandale et dire ça devrait même pas exister parce que moi ça me plaît pas? C'est vraiment absurde. Tous les problèmes que le monde a connus ont été traités au cinéma quasi instantanément, ou dans les médias en général, c'est parce qu'il y avait certains trucs qui n'existaient pas à l'époque, mais bon, la guerre du Vietnam, dans 2-3-4 années qui ont suivi, il y a déjà eu des films sur la guerre du Vietnam. Il y a eu des films dès 1960, je crois, et la guerre du Vietnam elle-même a commencé en 55 et a duré jusqu'en 75. Donc, on a commencé très très vite à faire des films dessus, dès qu'on a su ce qu'il fallait en dire et ce qu'on pouvait en dire, en fait. Je pense que ça a été très compliqué au début. Et pareil, on m'a sorti en exemple le 11 septembre. Je crois que les gens oublient. Le cinéma a mis un peu plus de temps parce que on a essayé de faire des choses, de faire les choses correctement, on va dire, entre guillemets. Oui, évidemment, ça a pris un peu plus de temps pour faire des films, mais si vous vous en souvenez bien, et moi je m'en souviens parce que je l'ai vécu le 11 septembre, on n'a pas arrêté la diffusion de 24 heures chrono qui venait de commencer, qui était dans sa première saison, et dans la saison 2, il y avait des terroristes islamistes, donc des extrémistes. Dès la saison 2, on a traité le truc directement, quoi. Et dans toutes les séries qui étaient en cours à ce moment-là, parce qu'il y avait des tonnes de séries qui étaient en cours de tournage à ce moment-là, je crois que la plupart venaient de démarrer, on était en septembre, donc c'était la rentrée des séries. Dès qu'ils ont pu, ils ont tous fait un épisode sur le 11 septembre, que ce soit sur l'impact sur les gens ou le truc lui-même, quoi. C'est sans compter en plus les images d'infos qui se tournaient en boucle et qu'on a eu, enfin pendant un an, on s'est tapé les tours en feu pendant la télévision, quoi. Il y avait des documentaires, il y avait des machins, les images récupérées de gens qui étaient à l'intérieur des tours, etc. Enfin, on a vraiment énormément parlé du 11 septembre dès le début, quoi. Donc, avoir peur à ce point-là d'aborder un sujet tendu en ce moment, enfin, je comprends pas, quoi. On a prouvé pendant des années et des années que ça n'avait aucun sens et qu'on l'a toujours fait, quoi. C'est très bien justement, moi je trouve ça très bien de pouvoir l'aborder et de pouvoir justement un peu le désacraliser, quoi, de pouvoir en parler comme d'un autre événement et de pouvoir aborder le truc. Enfin, je sais pas, ça me paraît normal, sain, essentiel. Et enfin, si vous avez du mal avec ça, encore une fois, le regardez pas. Enfin, tous les films sont pas censés être faits pour tout le monde, quoi. Si vous avez du mal avec ce genre d'idée, bah, regardez pas le film. Enfin, est-ce que ça vaut le coup d'aller péter un scandale dans les rues, sur Twitter, etc. Enfin, on s'en fout quand même, merde. Là, dans Casablanca, pour le coup, donc, l'histoire se passe dans la ville de Casablanca, qui sert de zone un peu tampon. C'est un territoire occupé qui garde une certaine autonomie par rapport à l'Allemagne, et donc on s'en sert beaucoup comme plaque tournante pour essayer de faire partir des résistants ou des personnes qui sont pourchassées, des juifs qui veulent aller se cacher, etc., etc. Il y a tout un tas du coup de trafics qui sont mis en place à ce moment-là. Rick a un bar à Casablanca qui est en fait une plaque tournante de tout un tas de trafics. Déjà, il a un casino qui est caché derrière un truc alors qu'en principe c'est pas tout à fait autorisé. Mais en plus, dans son bar, tout le monde se réunit, c'est-à-dire aussi bien les soldats nazis
que les soldats français qui sont du coup qui sont à Casablanca, qui à l'époque était encore un territoire français. À l'époque, du coup, le Maroc était un territoire français. Et en fait, il va voir débarquer dans son bar la femme de sa vie, dont il était tombé éperdument amoureux à Paris, et qui, hélas, l'avait planté au moment de partir sur le quai de la gare. Elle n'était pas venue sur le quai de la gare, elle n'avait pas rejoint, et du coup, il était parti tout seul. Et ça a été son plus grand drame romantique, son petit cœur a été meurtri, et du coup, le fait de la voir débarquer, ça le fout mal, surtout quand elle débarque avec son mari, qui est un des plus grands résistants connus de l'Europe, je crois qu'il vient d'Ukraine ou un truc dans ce genre-là. Il est pourchassé par les nazis, et il se trouve que, du coup, il est en couple avec cette nana-là, Ilsa. Et donc, non seulement il revoit la nana de sa vie, mais il doit en plus aider son mari à se barrer ou à trouver un moyen d'échapper aux nazis. Donc, du coup, c'est un gros dilemme moral pour lui. Et donc, cette histoire-là est fondamentalement basée sur le fait qu'il y ait une guerre. C'est une romance, un triangle amoureux même, créé autour du contexte d'une guerre mondiale qui est en cours et qui est en train de faire des victimes et qui a vraiment lieu, quoi. Et d'ailleurs, on la voit assez clairement, cette guerre. Il y a certains moments où ils vont utiliser tout simplement des images d'archives, c'est assez rigolo parce que c'est au milieu de leur romance est interrompue par la guerre, et dans le film, leur romance est interrompue par les images d'archives de la guerre. Donc il y a du coup quelque chose qui passe bien, un côté un peu méta, brisage de quatrième mur presque. Donc du coup la guerre est clairement montrée et utilisée dans le film. Il y a, y compris ses répercussions, par exemple dans le bar de Rick, il y a toutes les personnes qui vont émigrer ailleurs et surtout partir aux États-Unis notamment, qui était un peu le lieu pour fuir tout ce qui se passait. C'était le continent européen était à feu et à sang, le eurasien même au fur et à mesure, mais les Amériques étaient tranquilles pendant un très long moment, donc du coup ils partaient tous aux États-Unis. Et justement il y a presque une blague là-dessus, c'est que du coup les Américains ont commencé à voir débarquer encore plus d'émigrés qu'avant, et beaucoup qui avaient très peu de connaissances en anglais parce qu'ils venaient pas à la base c'était un pays qui était beaucoup créé par des groupes anglo-saxons, mais du coup il y a tout un tas d'émigrés d'autres pays qui sont arrivés à ce moment-là, et il y a tout un tas de blagues par rapport à ceux qui ont du mal à parler anglais justement, quelque chose que du coup les Américains devaient voir pas mal arriver à ce moment-là, les gens qui débarquaient aux États-Unis avec une connaissance moyenne de l'anglais. Et il y a notamment ce petit couple qui se demande quelle heure il est. Mais en fait, comme ils ont du mal, ils demandent quelle montre il est, parce qu'ils ont appris que, comment dire montre, et ils ont cru que du coup montre ça voulait dire heure, et du coup ils se disent il est quelle heure, il est 16 montres. Oh mon dieu, tant de montres que ça, etc. Donc il y a des petits, ils jouent vraiment sur ce truc-là, quoi. C'est vraiment une histoire qui est ancrée dans cette Seconde Guerre mondiale, qui ne s'en cache pas, et qui crée quand même une fiction assez légère autour de ce sujet-là, quoi. Donc c'est possible, c'est faisable, c'est comme une comédie par exemple avec Charlie Chaplin, c'est faisable. Puisqu'on est en train de parler de l'époque, vite fait avant de rentrer encore plus dans le vif du sujet, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, quand j'ai fait ma vidéo sur Autant n'emporte le vent, que mais de toute façon c'était l'époque, à l'époque on était raciste, et du coup c'est pas grave, il faut excuser le film, etc. quoi. Dans ce film-là, on a donc Sam, qui est un des personnages centraux du film, c'est le pianiste du bar de Rick, et c'est le meilleur ami de Rick et Ilsa. Et Sam est noir, est traité avec respect, à égalité avec ses amis. Tu sens jamais que c'est l'esclave, tu sens jamais que c'est le mec il répond à Rick, il fait tout un tas de trucs. Donc, si c'était acceptable en 39 et qu'en 42 on avait déjà des noirs qui étaient beaucoup mieux intégrés, qui étaient traités comme des égaux, respectés, etc., c'est peut-être quand même qu'il y avait un problème dans Autant n'emporte le vent. C'était pas juste une question de mentalité de l'époque, quoi. Je sais pas, je dis ça comme ça, au hasard. Le génie de ce film, déjà, c'est l'écriture, que je trouve extraordinaire de détails, de justesse, et à quel point est-ce qu'elle arrive à rendre compréhensible quelque chose d'extrêmement complexe. Il y a beaucoup de personnages dans cette histoire, il y a beaucoup de parties différents, et pourtant on arrive tous à les présenter correctement, on arrive tous à les faire vivre, on arrive à peu près tous à les développer, et on arrive à tous les réunir à la fin, ce qui est quand même plutôt impressionnant. Et surtout, c'est un scénario qui a des personnages qui sont extrêmement gris, et beaucoup de choses qui pourraient être compliquées à accepter et qu'il arrive à faire passer plus ou moins, quoi. Bon, déjà, il y a quelque chose d'assez efficace au niveau du casting. Le casting est absolument parfait, tous les acteurs sont géniaux déjà dans l'interprétation, mais aussi dans le fait de les avoir choisis pour ces rôles-là. Je vais y aller dans l'ordre du moins important au plus important, mais on commence par exemple le film avec un personnage qui est joué par Peter Lorre. Donc Peter Lorre, c'est celui qui a joué M dans M le maudit. Je l'ai sous la main, donc je le sors comme ça parce que je vais peut-être en parler aussi dans une autre vidéo. Je sais pas si ce sera avec je l'ai pas encore revu là, donc j'attends de le revoir pour en parler. Mais j'ai très envie de parler de M le maudit. Mais du coup, Peter Lorre, c'est un personnage qui a quand même une gueule
qui t'inspire pas confiance. Vraiment, de base, il a une gueule qui t'inspire pas confiance, principalement les yeux, je pense. C'était un peu les débuts de sa carrière américaine, je crois, à ce moment-là. Il me semble qu'il avait fui l'Allemagne, justement, un peu avec le reste des artistes et tout le reste. Et il joue un personnage envers lequel Rick est très antipathique. Et il faut qu'on arrive à te faire comprendre son antipathie le plus rapidement possible. C'est comme le mec qui aide un peu tout le monde, ça paraît bizarre qu'il y a un mec, bizarrement, dont la gueule lui revienne pas et qui lui paraisse un peu encore plus louche que les autres, quoi. Du coup, le fait d'avoir choisi cet acteur-là fait que dès que tu vois ce personnage arriver, tu l'aimes pas. Dès qu'il arrive à l'écran, il est antipathique et t'as envie de voir un truc lui arriver. Et le jeu de Peter Lorre est absolument parfait, quoi. Je sais pas s'il parlait déjà très bien anglais avant, mais il est à nouveau très bien dans ce film-là. Il y a le capitaine Renault qui est joué par Claude Reims, qui est un personnage, c'est le personnage le plus gris de toute l'histoire. C'est un mec qu'on montre abuser totalement de sa position. C'est le gars par qui il faut passer si on veut avoir des faux papiers, pour valider les faux papiers en particulier, si on veut faire dégager les gens, etc. Je sais pas s'il fait vraiment les faux papiers, mais enfin en tout cas pour les magouilles, c'est lui qu'il faut aller voir. Il peut les obtenir légalement du coup lui, et c'est pour ça qu'on va le voir. Et il en profite à mort, parce que tu vois très bien qu'il en profite pour se taper des nanas qui sont dans le besoin, y compris si elles sont déjà en couple. Et l'une de ces nanas a 17 ans. Tu vois que c'est vraiment un mec qui a des côtés vraiment pas bons, quoi, qui a vraiment des côtés fils de pute. Et en même temps, le mec n'a qu'une parole. Il n'est pas fondamentalement de tel ou tel parti, de telle ou telle idéologie, de tel ou tel machin. Il profite juste de son pouvoir. Mais d'un côté, quand il considère que t'es ton ami, que t'es son ami, il te considère vraiment comme son ami et il va vraiment aller jusqu'au bout pour être honnête avec toi et pas te mettre dans la merde, quoi. Il va te soutenir si t'es en cas de besoin, etc. Et s'il a donné sa parole, par exemple, en disant, si t'amènes tant d'argent, je pourrais te prendre ton truc, mais si t'as pas l'argent, tu peux venir faire bunga bunga, comme diraient certains, avec moi. Et si la meuf arrive avec l'argent, il va quand même faire son truc, il va pas essayer de se la taper quand même de force, etc. Donc c'est un personnage qui est très gris vraiment dans ce style-là. Un personnage qui est à la fois amoral et qui a qu'une parole. C'est très particulier comme truc. Et ils arrivent très bien à gérer le truc, ils arrivent très bien à jongler dans le truc. Le personnage a des répliques qui sont à mourir de rire. I'm shocked to find that gambling is going on in here. You're winning, sir. Oh, thank you very much. Please, monsieur, it is a little game we play. They put it on the bill, I tear up the bill. It is very convenient. Sam, il est intéressant aussi parce que c'est le personnage qui est le gardien du cœur du film, vraiment le cœur au sens le cœur, quoi. Quand il voit Ilsa arriver, c'est le premier qui nous indique, et juste visuellement du coup, grâce à son jeu, qu'il y a quelque chose qui va pas quand elle débarque. Quand il la voit arriver, c'est vraiment merde, qu'est-ce qu'elle fout là, ça va être compliqué avec le patron, et tu sens que c'est pas pour une histoire de c'est une criminelle ou un truc dans ce genre-là, tu sens que c'est merde, c'est une histoire personnelle et ça risque le patron risque de pas trop apprécier ça, etc. Il l'appelle pas toujours patron, au contraire, il l'appelle Rick régulièrement. Et c'est aussi le personnage qui va jouer la musique de leur romance, donc il est très important pour ça, et c'est celui qui va révéler le plus de leur histoire passée, ou qui va les pousser à en parler au moins. Donc il est un peu le symbole de leur union passée, le symbole de leur amour, et un personnage du coup qui porte vraiment le cœur émotionnel du film. Et là aussi le casting est vachement juste, quoi. Le personnage est extrêmement doué, il sait aussi bien justement jouer la tension et la peur que au contraire être vraiment très amical avec ses collègues. Il a un visage très jovial, donc du coup encore une fois un très bon casting, un personnage qui passe bien. Lui pour le coup il est pas gris, il est tout à fait blanc alors que le noir, c'est rigolo dans le truc, avec que des personnages gris, le personnage le plus blanc c'est le noir. C'est sans doute volontaire au niveau du casting, mais bon. On a aussi, alors un autre personnage très blanc, c'est Victor Laszlo, qui est donc le résistant, le mari de Ilsa, qui est vraiment un symbole d'honneur, de courage aussi. Il a aucune crainte à aller dans une salle avec des nazis en train de chanter pour dire à l'orchestre jouez la Marseillaise et encourager tout le monde à chanter en chœur, etc. Ilsa, donc Ingrid Bergman. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus, je veux dire, au niveau du casting, en tant que la femme fatale, la femme qui t'a marqué à vie, bon pas fatale, on n'est pas dans du film noir, mais la femme qui t'a marqué toute ta vie, la femme la plus importante, etc. Enfin, tu prends une nana comme Ingrid Bergman, oui, clairement, elle est adaptée pour le rôle, et puis elle a une douceur qui est vraiment très très importante pour le personnage, et en même temps une force que tu sens énormément. Donc à ce niveau-là, au niveau du casting, ça passe à nouveau très très bien. Et puis on a donc Rick, joué donc par Humphrey Bogart. Tu sens qu'il est très investi dans tout son truc et en même temps il arrive à jouer une nonchalance particulière qui marche extrêmement bien. Il a des répliques qui sont géniales, sa réplique sur les os, alors pour ceux qui pourraient ne pas connaître,
il y avait des sources thermales, donc des sources d'eau auxquelles on prête certaines propriétés. Ça réplique par rapport aux eaux de Casablanca, je la trouve géniale. What in heaven's name brought you to Casablanca? My health. I came to Casablanca for the waters. We're in the desert. I was misinformed. C'est lui du coup qui fait ce que je vous ai fait en introduction de tous les bars dans toutes les villes du monde, il a fallu qu'il rentre dans le mien, bordel de merde, qui est aussi une réplique qui est absolument culte. Et alors il y en a une, je vais regarder dans 2 secondes comment est-ce qu'elle a été traduite en français, mais je déteste la réplique qui sort le plus souvent dans le film, parce que je comprends pas cette réplique. C'est quand il regarde Ilsa et il fait « Here's looking at you, kid ». Qui, traduit littéralement en français, se traduit par tu vois, vois comme je te regarde, bébé. Comment traduire kid? Vois comment je te regarde, bébé. Je trouve que c'est une réplique qui n'a aucun sens. Je comprends pas comment est-ce que même en anglais elle se traduit elle-même, quoi. Mais il y a des tas de répliques en anglais que j'aime pas comme ça. Il y en a une qui s'appelle Here Goes Nothing, qui est une réplique qu'on sort quand on fait quelque chose et qu'on n'est pas du tout certain que quelque chose, enfin que le résultat soit positif. On dit Here Goes Nothing, c'est ça ou rien. À la limite ça passe en français du coup, mais Here Goes Nothing, ça veut dire, eh ben, j'en vois rien du tout. Pour moi, c'est une réplique qui devrait être sortie par les gens qui sont stériles, quoi. Quand ils éjaculent, here goes nothing. Je suis désolé. J'avais envie de parler de ce truc-là depuis très longtemps, mais je l'oublie toujours quand les films l'évoquent. Là, du coup, je voulais parler de certaines répliques que je comprenais pas. Le Here's looking at you, kid. Il y en a certaines comme ça que je comprends pas. Comment est-ce qu'ils traduisent ça, du coup, en français? Alors, ils ont traduit ça par « Au plaisir de te regarder, gamine ». Hein? Ouais, mais enfin, je vois pas... dans le contexte des scènes, je vois pas vraiment à quoi ça sert non plus. Au plaisir de te regarder. C'est un truc qu'on dirait à l'avenir, enfin, pour l'avenir, c'est j'espère pouvoir te revoir à nouveau, ou un truc dans ce genre-là, quoi, mais au plaisir de te regarder, enfin, je trouve cette réplique dégueulasse. Mais bon, la plupart des répliques sont extrêmement bien écrites. C'est un film vraiment où il y a que des répliques cultes et des trucs forts, des trucs cassants, enfin, des scènes qui sont extraordinaires, quoi. Il y a un travail du scénario et du texte qui est vachement bien fait, notamment, et ce qui va rejoindre les deux, scénario et texte, il y a une réplique qui est « Round up the usual suspects ». Donc, rassembler les suspects habituels. Le capitaine Renault, en fait, il a tout un tas de magouilles, et généralement, il y a tout un tas de mecs qu'il appelle, dès qu'il y a un crime, il fait toujours passer les mêmes, etc. Donc, ce terme, « Round up the usual suspects », on l'entend au début de l'histoire, et il le sort pour un nazi. Et à la fin de l'histoire, il le sort pour une raison totalement différente. Et du coup, tu vois la progression du personnage par rapport au film. C'est un personnage il est très gris, mais il devient encore un peu plus clair vers la fin du film. Donc du coup, c'est un personnage qui a une évolution qui est assez intéressante, et il y a du coup une belle connexion entre le début et la fin de l'histoire. Ça a été trouvé au cours du tournage, et au dernier moment, je me suis dit, putain, quel talent quand même. Ça, c'était des scénaristes, bordel de merde. On a tellement de gratte-cul et de merdeux qui sont en train de faire des scénarios de merde. T'as vraiment l'impression qu'on engage des gens parce qu'on a besoin d'engager quelqu'un, mais pas parce qu'ils ont du talent, quoi. Quand tu vois la nullité d'écriture dans les 3/4 des trucs qui sortent maintenant, alors que tu vois le talent qu'il y a là-dedans, quoi, mais un script fait dans la précipitation et tu sors des répliques pareilles et des enjeux pareils, enfin des scènes qui sont magnifiques. C'est vraiment ouf. L'écriture est vraiment irréprochable dans ce film. La réalisation aussi, d'ailleurs. Et donc c'est là que je vais en revenir à certaines scènes qui sont assez intéressantes, mais ça a quand même de la gueule, ça ressemble à un blockbuster. Bon, alors bien sûr, les États-Unis n'étaient pas atteints directement par la Seconde Guerre mondiale, ni la première avant la fin, ils arrivent toujours à la fin, mais c'est vraiment un film qui ressemble à des films d'aujourd'hui, quoi, avec notamment au début tout un tas d'effets spéciaux qui sont principalement utilisés pour faire de la narration, mais qui sont des effets spéciaux plutôt intéressants et qui sont le genre d'effets spéciaux qu'on ferait aujourd'hui. On démarre avec un plan sur la Terre, qui est donc un globe terrestre. On se rapproche du coup de l'Europe pour montrer que l'Europe est en guerre. On montre une petite ligne qui est en train de se créer, qui parcourt les cartes pour montrer le parcours que font la plupart des Européens pour fuir du coup l'Europe, et en passant donc par Casablanca. Et quand on arrive à Casablanca, on démarre avec l'un des premiers plans, je crois. C'est un plan sur le muezzin, donc celui qui fait l'appel à la prière le matin. Et la caméra fait un travelling, je sais pas si c'est pas un panoramique, c'est plutôt un travelling, mais qui est truqué, donc tu sais pas comment l'appeler exactement, mais c'est une matte painting en fait, le truc du muezzin. Et ensuite la caméra descend le long de la matte painting jusqu'à arriver dans une ruelle qui est un décor de studio, mais qui se marie parfaitement avec la matte painting. Enfin, rien que cette introduction, quoi, ça montre tout le grandiose du film. Ça montre un film qui essaie de travailler un certain spectacle,
et qui arrive totalement, parce que réussir à faire des plans comme ça, il y a un plan sur le globe terrestre, avec des zooms et des rapprochements, une carte qui est animée, une transition entre une mail painting et un décor de studio pour donner l'impression que t'es vraiment à Casablanca. Ça a de la gueule, quoi. Je veux dire, rien que dans l'introduction, ça a énormément de gueule, c'est quand même assez ouf. Évidemment, comme c'est un film de l'époque, il y a beaucoup de travail des ombres, parce que c'était les pellicules de l'époque, on avait besoin d'énormément de lumière pour être correctement impressionné. Et donc du coup, on a tout un tas d'ombres qui se chevauchent, on a tout un tas de sources lumineuses qui sont très différentes, mais qui sont placées de façon à ce que, pour un œil non averti, ça passe quasi inaperçu, t'as l'impression que c'est juste de la lumière naturelle, mais du coup évidemment ils en profitent à certains moments pour jouer avec les ombres. Je trouve que c'est un peu gratuit d'ailleurs. C'est un moment où Rick va dans son coffre-fort pour récupérer un truc, et on filme que son ombre, et je me suis dit, ah ouais, du coup on filme pas le coffre-fort ouvert, parce que du coup c'est le secret, c'est caché, etc. Puis genre 2 plans après on filme le coffre-fort, donc je fais, bah pourquoi vous avez filmé long avant? Ça semble juste être fait pour pas faire de cut en fait. Pour qu'on continue à voir l'action, alors que Rick est hors de l'écran, et que comme il continue à parler il parle avec Renaud, je crois, le capitaine Renaud, donc du coup leur conversation peut se poursuivre en un plan, et tu vois quand même ce qu'il est parti faire quand il part faire quelque chose. Donc du coup, je pense que c'était pour ça qu'ils avaient fait ce plan en silhouette, et encore une fois, enfin c'est une belle technique de réalisation, quoi. C'est un bon storytelling, très bien raconté, très bien trouvé, visuel principalement. Il y a aussi une très belle chose en termes de réalisation, c'est il y a une scène donc flashback sur la relation entre Rick et Ilsa. Ils sont en voiture, et en fait, à cette époque-là, les scènes en voiture, on utilisait une découverte quasi constamment. On mettait quasi jamais une voiture sur une vraie route. On le fait aujourd'hui, et encore, on aime bien faire des fonds verts généralement. À l'époque, on faisait de la rétroprojection, c'est-à-dire qu'on mettait les personnages dans une voiture, un écran de cinéma derrière eux, avec un projecteur derrière la toile, qui projette du coup un décor de fond avec l'endroit où ils sont censés se trouver, quoi. Et dans ce film-là, du coup, c'est une astuce qui était assez courante à l'époque, mais ça fait un très bel effet quand tu le vois. Il y a un fondu en fait du décor qui est derrière eux pour passer d'un environnement à l'autre, au lieu de te faire un cut, au lieu de te faire 36 000 trucs, et en fait on conserve du coup la même scène, les personnages continuent à parler, eux ils ont pas de fondu, mais le décor derrière eux change, ce qui transcrit qu'ils sont sur leurs petits nuages, qui sont dans quelque chose de très éthéré, de très doux, c'est transmis du coup par cette astuce visuelle. Donc là aussi quelque chose d'assez joli et de très bien utilisé pour la mise en scène, mais la mise en scène est aussi utilisée pour faire ressortir des choses beaucoup plus graves. Il y a ce plan magnifique sur la lettre de rupture qui reçoit de la pluie et donc les mots s'effacent en même temps que leur histoire d'amour. Magnifique. Et il y a notamment cette scène que je trouve glaçante, qui est vraiment magnifique, et qui est assez culottée aussi, et osée pour l'époque. Sans doute pour ça que le film s'est fait interdire de sortir en France. Il y a du coup un personnage qui essaie d'échapper à la police, et il se fait flinguer juste devant une affiche du général Pétain. Niveau sens, c'est ultra fort, quoi. C'est ultra marquant et ultra choc pour l'époque. Mais alors, je dois dire que vraiment, pour moi, le truc le plus marquant et le plus fort de tout ce film, et c'est marrant parce que je suis quelqu'un qui n'est pas du tout chauvin, je suis pas du tout le genre ultra patriote à parler constamment de mon pays, etc., vive la France et tout le bordel, mais alors cette scène me donne des frissons à chaque fois, notamment parce que c'est le symbole, quoi, c'est le symbole de l'oppresseur et de la liberté à côté. La liberté a été symbolisée pendant très longtemps, et notamment à partir de la Seconde Guerre mondiale, par la Marseillaise. On est le peuple de la liberté par excellence et de la Révolution aussi, pour absolument tous les étrangers, et la Marseillaise, elle avait un sens très particulier, notamment à cette époque-là, quoi, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a donc ce moment où les nazis sont dans le bar en train de chanter, je sais pas si c'est l'hymne, ou si c'est juste genre une chanson à boire allemande, ou un truc dans ce genre-là. Et donc on a Victor Laszlo qui débarque, qui va voir l'orchestre du bar et qui lui fait jouer la Marseillaise. Et t'as cette scène absolument extraordinaire. Je suis désolé, je parle depuis un bout de temps, là j'enregistre plusieurs vlogs d'habitude, c'est pas l'émotion, c'est juste que ça fait longtemps que je parle. L'orchestre donc commence à jouer la Marseillaise, tous les gens dans la salle reprennent le chant, parce qu'à cette époque-là, je crois que quasi presque tous les pays connaissaient les paroles de la Marseillaise, et tu vois l'émotion, enfin, énorme dans le visage de tout le monde, à quel point c'est un symbole de révolution, c'est un symbole de révolte, et quand tu vois cet orchestre avec cet énorme chœur, qui est fait par tous les clients du bar, qui sont tous en train de chanter la Marseillaise en même temps. « Aux armes, citoyens, formez vos bataillons », etc., etc. En plein dans ce contexte-là, pour faire taire des nazis, il y a une force, il y a une puissance dans cette scène qui me donne des frissons. Là, pour le coup, c'est pas ma voix qui parle depuis trop longtemps. Je vous le verrai jamais, parce que ça marche jamais de vous montrer la chair de poule, mais j'ai vraiment des frissons à chaque fois que j'en parle et à chaque fois que je revois cette scène. Je crois que si les gens ont besoin de se rappeler
quel est le symbole et l'utilité d'un pays et d'un État. Je crois que c'est une des meilleures scènes pour montrer ça, quoi. C'est un État, ça représente certaines valeurs, certaines façons de penser. Et c'est dans les situations où elle est à risque, où elle est en danger, que ça devient encore plus fort que tout de voir ces trucs-là en train de sortir, quoi. Cette union est possible avec ce genre de chant et ce genre de choses. Donc, c'est une scène qui vraiment m'a marqué, m'a bluffé, et je crois que c'est la scène qui m'a vendu tout le film à cette époque-là, parce que l'histoire en elle-même est géniale, je vous ai dit, enfin, les textes sont parfaits, les scènes sont géniales, les personnages sont ultra intéressants, troubles, un peu gris, etc., etc. L'histoire, la vraie histoire entre Rick et Elissa, je vous en ai pas du tout parlé pendant tout ce vlog, pour que vous la voyiez pendant le film, mais elle est extraordinaire, l'histoire entre les deux, enfin, elle est de force, de puissance, de hasard malheureux et de choses comme ça. Mais vraiment, la scène de la Marseillaise, elle m'a marqué. Parce que je crois que c'est la première fois que j'ai vu un film qui utilisait la Marseillaise et où ça m'a marqué à ce point, quoi. Où j'ai eu des frissons d'entendre la Marseillaise être chantée. Et ça me le fait toujours à chaque fois que je regarde le film. À chaque fois, cette scène est juste d'une telle force que tu peux pas faire autrement, quoi. Donc c'est vraiment, pour moi, la scène qui m'a vendu tout le film et l'une des scènes les plus intéressantes et celle qui me pousse le plus à vous recommander de voir le film. Mais je vous le recommande globalement pour, voilà, montrer que on est capable de faire face à des choses un petit peu graves représentées au cinéma pendant qu'elles ont lieu, quoi. Je trouve que c'est dangereux qu'on perde cette force. Évidemment, il y a tout un tas d'extrémistes qui vont parler de Snowflake et de trucs dans ce genre-là. Bon, moi aussi, hein, j'ai déjà utilisé des termes dans ce genre-là. Et ma haine des SJW, elle est en bonne partie pour ça aussi, c'est que les SJW, ils apportent des problèmes qui sont pas des vrais problèmes, des choses qui devraient pas atteindre les gens à ce point. Est-ce que t'as besoin de faire un scandale parce que t'as vu ça dans tel film, parce que t'as vu tel machin, parce que telle nana est un peu déshabillée, enfin, sérieux. Et du coup, la violence des réactions par rapport à Songbird m'a vraiment fait penser à ça, et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu parler de Casablanca maintenant. Prenons exemple sur nos ancêtres, quoi. Si on a bien prouvé que ça pouvait être possible et qu'on pouvait résister à des trucs bien plus graves que ça, c'est bien cette époque-là qui l'a prouvé, quoi. C'est bien avec ce genre de film, c'est bien avec ce genre de trucs, donc pour moi c'est ultra important pour accepter le monde d'aujourd'hui et pour accepter les choses d'aujourd'hui, de voir ce genre de film, parce que ça montre à quel point on a perdu en résistance et perdu en résistance avec un film sur la Seconde Guerre mondiale avec un gros résistant, mais après à quel point voilà on est un peu des meufiettes maintenant, quoi. Enfin, le moindre truc qui te fait un pet de travers devient un scandale à dénoncer sur Twitter, etc. Enfin, ça devient un petit peu saoulant. Il serait temps de se rappeler quand même qu'il y a un certain nombre de générations où on a vécu des trucs beaucoup plus graves et on était capable de les prendre, quoi. On était capable d'en rire, on était capable d'en faire tout un tas de trucs. C'est marrant qu'on soit devenu plus puritain, encore plus politiquement correct, etc. au fur et à mesure que le temps passe, alors que justement on est censé se libérer de plus en plus. Il y a quand même des choses bizarres, quoi. Donc voilà. J'ai très envie que vous regardiez Casablanca. C'est un classique qui mérite tout à fait son terme de classique. Je l'ai pas mis dans les inoubliables, je l'ai mis uniquement dans les rétros. Je dis par exemple, enfin, je suis pas chauvin, j'ai pas ce genre de trucs, etc. Et enfin, bien sûr, enfin, je considère que la Seconde Guerre mondiale était une mauvaise chose, etc. Mais c'est pas le genre de film vers lequel je vais naturellement me tourner pour le regarder régulièrement, etc., etc. Pas comme un Metropolis par exemple. Donc voilà, c'est pour ça que c'est plus un rétro qu'un inoubliable. Ça pourrait en faire partie. Il y a quand même beaucoup de choses excellentes dans ce film qui sont absolument à ne pas oublier. Et je pense que ce serait important de les rappeler également. Voilà, en ce qui concerne ce vlog rétro. J'espère que vous apprécierez le film. Prenez soin de vous, regardez des films. Ciao!